Monsieur le ministre, Monsieur le Président de la CGCI, les différents panélistes que je vais présenter. Il y a d'abord comme premier panéliste Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Donc, Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Monsieur Jean-Luc Assy. Ensuite, nous avons comme deuxième intervenant Madame Aïcha Milino-Yanis, directrice générale d'Athéna Conseil, membre de la CGCI. Ensuite, en troisième panéliste, nous avons Cédric Lambardo, directeur associé du cabinet BE, c'est ça, développement. Voilà. Ensuite, nous avons la représentante de l'ambassade de Grande-Bretagne, Madame Catherine Jonquier, qui est chargée climatique au niveau de l'ambassade, la spécialiste, et elle prépare la COP 26. Ensuite, nous avons en cinquième panéliste Monsieur Michel Apagny, qui est président de l'Association des industries sucrières de Côte d'Ivoire, donc fortement impactée par l'impact climatique. Donc, par rapport à ce panel, nous pouvons donner, disons, quelques informations importantes. Vous savez que depuis quelques années, en Côte d'Ivoire, comme en Afrique, nous sommes soumis à d'importants phénomènes climatiques. Et donc, on donne pour preuve, en 2018, juin 2018, nous avons eu des inondations avec des décès de une vingtaine de personnes qui sont décédées. En 2020, cela s'est répété. Et même en 2021, la semaine dernière, on a vu à Yopougon, il y a eu des décès. Par rapport à tout ça aussi, la plupart des entreprises, des PME, ont connu la période de rationnement de l'énergie, et cela est dû au fait que dans les barrages, il n'y avait pas d'eau. Donc le problème du changement climatique qui est posé pose énormément de problèmes aux entreprises, aux PME, etc. Et il s'agit là de voir un peu, les impacts sont très importants sur l'emploi, sur le chiffre d'affaires, sur les conséquences économiques en termes de marge, etc., etc. Donc, face à ces problématiques, l'État aussi voit ses recettes fiscales et douanières baisser. Et on voit que les entreprises doivent donc anticiper. On l'a vu, le professeur Attali en a parlé, nous devons anticiper pour nous prémunir face à ces crises-là, en préservant bien entendu les performances à long terme des entreprises. Nous avons donc l'obligation de voir les entreprises renforcer leur aptitude à résister aux prochains chocs, hein, parce que déjà 2 chocs se sont produits. Ça n'a pas été facile pour les entreprises. De nouveaux chocs, s'ils venaient à arriver, provoqueraient sans doute des problèmes. Maintenant, il y a 2 événements très importants en 2021 qui se sont produits. D'abord, au niveau climatique, c'est le rapport du GIEC qui est sorti en août 2021 et qui a exposé la situation dramatique par laquelle nos planètes sont soumises par rapport au changement climatique. Et là, les conclusions de ce rapport montrent que nous n'avons plus le choix. Si nous ne faisons rien, nous allons nous trouver dans une situation où tout ce qui est, je dirais, phénomène climatique, raréfaction, perte de la biodiversité, pauvreté vont s'accentuer de plus en plus. Donc, par rapport à 2030, il nous reste peu de temps. Nous avons, je dirais, 9 ans pour agir, et agir rapidement.
et surtout changer nos paradigmes par rapport à la manière de gérer le problème climatique. Le deuxième élément sur lequel aussi je voudrais insister, c'est le fait que l'État a pris des engagements au niveau des NDC en changeant les chiffres des NDC, c'est-à-dire la réduction des gaz à effet de serre, les réduire de 30,41%, et porter le mix énergétique à 45%, et le projet sur le charbon a été différé. Donc l'État a pris un engagement fort par rapport à cela, et par rapport à ça aussi, il y a un certain nombre de textes, qui sont sortis. Je parlerai du nouveau code de l'environnement, où il y a eu une forte participation de l'État. Donc face à ces changements, ces interrogations, surtout pour le secteur privé, il convient qu'on essaie de voir dans le débat que nous allons échanger quelle est la politique menée par le gouvernement en matière de prévention et de réduction des impacts sur le changement climatique. Donc je pose la question à Monsieur le ministre. Merci. Vous savez, l'État de Côte d'Ivoire, lorsqu'on parle des crises climatiques, en réalité, en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas encore eu de crise climatique. Par contre, il y a eu des effets du changement climatique qui ont créé donc des catastrophes. Et c'est pour cela que l'État de Côte d'Ivoire a mis en place, en 2012, une plateforme de gestion des risques et de catastrophes, qui a pour rôle donc de gérer donc toutes les alertes concernant donc les changements climatiques. Alors, à ce niveau, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas soigner une maladie qu'on n'a pas encore. C'est vrai, on n'a pas encore la maladie. La maladie, c'est la crise climatique. Parce qu'on parle de crise climatique, c'est souvent des tsunamis. Mais en Côte d'Ivoire, on n'a pas encore vécu ça. Par contre, il y a des catastrophes qui sont passées du fait des changements climatiques. Alors l'État de Côte d'Ivoire, à travers cela, a pris un certain nombre d'engagements. Et quand vous regardez dans le Code de l'environnement, le nouveau Code de l'environnement qui a été élaboré et qui va incessamment passer donc en Conseil des ministres pour être adopté, et cette loi, et qui va aller à l'Assemblée nationale, cette loi prend en compte la dimension, la question du changement climatique. Alors, au-delà même de cette loi, il y a les accords internationaux, et dans ces accords internationaux, l'État, la Côte d'Ivoire a pris un certain nombre d'engagements pour réduire les effets, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Parce que vous savez, lorsqu'il y a beaucoup plus d'émissions de gaz à effet de serre, ça perturbe la nature. Et quand ça perturbe la nature, ça a un effet, et les conséquences, c'est les changements climatiques. Donc, dans un premier temps, il faut attaquer cet aspect-là. Donc, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises à la dernière COP, qui est les accords de Paris, dans tous les secteurs d'activité. Notamment, et les secteurs les plus touchés, c'est le secteur de l'agriculture, il y a le secteur de l'électricité, il y a le secteur de la salubrité et le secteur de l'énergie. Alors, au niveau de tous ces secteurs, il y a un certain nombre d'actions. Je vais me permettre donc d'énumérer donc ces actions pour que vous sachiez que la Côte d'Ivoire n'est pas restée donc en dehors de tout ça par rapport donc aux accords de Paris.
Alors, au niveau de ces mesures, au titre donc de la foresterie et des autres affectations des terres, pour atténuer donc nos émissions de gaz à effet de serre, il s'agira donc de réduire significativement le taux de déforestation à hauteur de 70% à l'horizon 2030. Ça, c'est les engagements qui ont été pris par la Côte d'Ivoire. Donc, l'État de Côte d'Ivoire, donc le gouvernement s'en est approprié, et des actions, des mesures ont été prises dans ce sens. Nous allons à la COP 26. Il est évident que le rapport relatif donc, aux résultats qui ont été obtenus à partir donc, de la COP, de l'accord de Paris vont être ressortis. Et dans ce rapport, la Côte d'Ivoire a revu ses ambitions. Des ambitions qui étaient auparavant, des ambitions de référence qui étaient auparavant donc de 28%. La Côte d'Ivoire a revu ses ambitions à la révision. La révision a été faite et on est passé à 30%. Donc aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des mesures qui ont été prises dans tous les secteurs dont j'ai cité tout à l'heure, au niveau de la foresterie, au niveau de l'énergie, au niveau de la salubrité, au niveau même du transport. C'est toutes ces mesures-là qui ont permis d'atténuer les effets des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, d'où réduction des effets des changements climatiques. Parce que lorsque la pollution est énorme, il est évident que ça change le cours des choses et on a des effets dramatiques qui se passent. Donc, alors, il y a eu un rapport en 2000, il y a eu un rapport du ministère en 2012, du ministère en charge de l'environnement, qui a fait ressortir tous les risques au niveau du district d'Abidjan. Alors, il y a 3 risques majeurs. Le premier risque, c'est le risque des mouvements de terre. Le deuxième risque, c'est le risque d'inondation. Et le troisième risque, c'est le risque relatif donc, à l'érosion côtière. Et ces 3 risques-là, lorsque l'étude a révélé que le quartier de Atekoubé et Abobo sont des zones à risque d'inondation, risque très élevé d'inondation. Au niveau des risques d'érosion côtière, il est évident que c'est Port-Boué, puisque c'est Port-Boué. Le même rapport a révélé aussi qu'au niveau des mouvements de terre, c'est Atekoubé qui a le risque le plus élevé. Et donc, il y a quelque chose à faire à ce niveau, parce qu'on ne va pas attendre qu'il y ait la catastrophe. Bien évidemment, tout à l'heure, le modérateur a dit qu'il y a eu des inondations qui ont emporté des gens, il y a eu plusieurs morts. Chaque année, il y a des morts par rapport aux inondations. Et donc, l'État de Côte d'Ivoire, à travers donc, des engagements qu'il a pris, a initié donc, un certain nombre de mesures, et ces mesures-là devaient permettre d'atténuer les effets des changements climatiques. C'est vrai que je ne suis pas rentré vraiment dans le détail, mais c'est pour vous dire que le gouvernement, donc, à travers donc, le nouveau code de l'environnement qui est en cours et qui va être adopté bientôt à l'Assemblée nationale, prend en compte cette dimension. Et en plus de ça, il y a les accords, tous les accords internationaux. Le gouvernement ivoirien a pris des engagements et ces engagements ont fait l'objet de lois, de décrets. Et ces décrets-là, parmi tant d'autres, j'ai cité tout à l'heure l'un des décrets qui est le décret de création donc, portant donc attribution, organisation donc, de la plateforme de gestion des risques et catastrophes naturelles. Donc voilà pour l'instant ce que je peux donc dire. Quand on va avancer dans les choses, certainement on pourra rentrer dans un certain nombre de détails. Merci.
Merci, Monsieur le ministre. Maintenant, on va poser la question à Madame Aïcha. La question de savoir que face à la crise climatique, quel a été le rôle de la CGECI par rapport aux différents événements? Merci, Président Coutouin. Donc, je vais être très pragmatique et puis factuel. Voilà. D'abord, je voudrais préciser que la CGECI a créé une structure pour contribuer à l'effort humanitaire de façon coordonnée et collective. Cette structure s'appelle la plateforme humanitaire du secteur privé, qui a été créée en 2017. Et donc le baptême de feu de cette plateforme a eu lieu donc en juin 2018, comme vous en parliez, par rapport aux inondations, avec les morts et les dégâts qu'il y a eu. Et en tant que baptême de feu, vraiment, ça a été plus de la réaction par rapport à ces problèmes qu'il y a eu. Donc cette plateforme, dans un premier temps, avec l'aide de la Croix-Rouge, a pu faire l'évaluation des dégâts, mais également des besoins, et puis mobiliser des entreprises qui ont accompagné pour faire des dons via le ministère de la Solidarité à l'époque. Et donc des leçons ont été tirées suite à cette crise, c'est que la plateforme a décidé de nouer des partenariats pour être vraiment maintenant dans la prévention et puis agir donc en avant. Donc les partenariats ont permis d'avoir des consultants, dont un se trouve dans la salle justement, il pourra peut-être m'assister en cas de questions assez techniques. Et donc ce partenariat a permis de permettre donc de pourvoir à la Côte d'Ivoire ce qu'on appelle une situation de l'analyse de tout ce qui est crise, de situation d'urgence et de catastrophe. À la suite donc de ce document d'experts qui a été établi, nos partenaires ont mis en place pour nous ce qu'ils ont appelé la boîte à outils pour les entreprises dans le cadre des situations d'urgence complexes. Et cette boîte à outils donne un certain nombre d'informations et de bonnes pratiques en termes d'action dans des situations de crise justement. Et lors donc de ces travaux qui ont été faits, nous avons eu la chance d'avoir à disposition donc un document qu'on a appelé le plan de contingence de la plateforme humanitaire du secteur privé, qui met en exergue différentes situations en termes de préparation, de prévention, de réponse, de relèvement et de reconstruction en cas de crise. Donc ce plan de contingence prend en compte les interactions avec tous les partenaires, mais également donne la possibilité à la plateforme de s'organiser en termes de choses, de clusters, par secteur, et puis comment organiser aussi bien les activités avant la crise, pendant la crise et après la crise. En attendant de donner plus de détails pendant des questions, ce sur quoi je voudrais insister, c'est qu'il est vraiment important de savoir que cette plateforme-là existe et qu'elle a besoin de tous les partenaires pour aller de l'avant. Merci. En tout cas, merci. Vous indiquez que la prévention coûte moins cher que réellement le fait de subir une crise. Ça, c'est important. Et maintenant, je voudrais demander à Cédric Lombardo quels ont été les principaux impacts climatiques en Afrique. Bon, nous avons comme pays invité d'honneur le Ghana. Donc en Afrique, qu'est-ce que tu peux dire par rapport aux impacts? Merci, Président. Quand il s'agit d'aborder les impacts, je propose qu'on les aborde de deux manières, des impacts négatifs mais aussi des impacts positifs. Dans un premier temps, il faut aussi définir ce qu'on appelle le concept de crise climatique. Je pense qu'aujourd'hui, les pays qui sont au nord de notre planète ont conscience d'être dans une crise climatique lorsqu'ils voient déjà des incendies s'auto-générer par eux-mêmes, lorsqu'ils voient des maladies tropicales arriver comme le moustique tigre en Europe. Et il faut comprendre que plus on s'éloigne de l'équateur, moins on a d'impact du changement climatique par rapport à la situation actuelle. Si on se met d'accord sur cette analyse de ce qu'est une crise climatique, ça veut dire que nous, en Afrique, nous sommes proches de l'équateur. En Côte d'Ivoire, nous sommes proches de l'équateur. Le Ghana, notre pays voisin, et la Côte d'Ivoire subissent quasiment à peu près les mêmes impacts. Et je pense qu'il faut tous se rappeler, par exemple, 1984, lorsqu'il y a eu les premières grandes sécheresses sur toute la ceinture sahélienne du continent africain,
et qui s'est traduit chez nous en Côte d'Ivoire par les premières grandes opérations de délestage. Si on veut regarder quels sont les impacts de cette crise climatique que nous avons sur le continent africain, ils sont tout identiques, mais ils sont différentiels par rapport à la puissance et à l'importance de ce que nous allons subir. Ce qu'on appelle déjà un impact climatique, on a 3 grands mots. On a tout d'abord la réalité d'avoir une élévation des températures. Nous avons la Sodexam qui est ici. En Côte d'Ivoire, je pense qu'on est déjà arrivé à quasiment plus 1 degré d'élévation de température sur tout le pays, avec des endroits où c'est beaucoup plus chaud. Plus 1 degré, c'est énorme. Et c'est pour ça que le monde entier rêve de ne pas dépasser plus 2 degrés Celsius. L'accord de Paris nous dit qu'on ne dépassera pas une augmentation de 1,5 degré Celsius. Malheureusement, 2030, 2040, nous y serons. Ceci est inéluctable. Dans le meilleur scénario, comme dans le pire des scénarios, la barrière des 1,5 degrés sera dépassée d'ici 19 à 20 ans. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas arrêter. Même si maintenant, on stoppe toutes nos émissions de gaz à effet de serre, le paquebot climatique est tellement puissant que de toute façon, nous arriverons à ce résultat. Deuxième problématique que nous aurons, c'est que nous aurons forcément une aggravation des phénomènes extrêmes. Alors les phénomènes extrêmes, ça va être de l'érosion côtière, mais dû à des assauts de vagues sur l'océan, c'est des choses qu'on connaît. On a 4 grands phénomènes comme ça qu'on a enregistrés en Côte d'Ivoire de 1984 à 2011. On a déjà perdu en une seule nuit plus de 30 mètres de notre plage sous des assauts climatiques. Et naturellement, on va aussi avoir de la sécheresse, comme on l'a déjà dit. Alors, augmentation des températures, on le vit déjà, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Ghana ou dans tous les pays du continent africain. Aggravation des phénomènes extrêmes, on le vit déjà, et c'est encore plus exacerbé lorsque les ressources naturelles sont rares, particulièrement sur la ceinture sahélienne, particulièrement en milieu saharien. Et on a une troisième chose, quand on parle d'impact du changement climatique qui va embêter tous les pays côtiers, c'est l'élévation inéluctable de l'océan. Lorsque vous avez le Groenland qui fond, lorsque vous avez les glaciers qui fondent, lorsque les glaces de terre fondent, automatiquement l'eau se retrouve naturellement dans l'océan et forcément le niveau de l'océan va s'augmenter. Autre problématique que nous avons avec nos océans en termes d'impact, c'est que nous avons des variations de salinité, d'oxygénation, nous avons une acidification, particulièrement nous, sur notre côte en Afrique de l'Ouest, qui s'amplifie, et forcément toutes les ressources de pêche halieutique en milieu océanique sont différentes. Ça, ce sont les 3 grands impacts du changement climatique que nous expérimentons déjà de manière différentielle sur le continent africain. Ces impacts de changement climatique vont donner lieu à ce qu'on appelle les changements environnementaux. On a passé beaucoup de temps à expliquer ce qu'était le changement climatique. Maintenant, il faut qu'on passe au degré suivant. Quels sont les impacts du changement environnemental ? Et particulièrement dans un événement qui est mis en œuvre par la Maison des entreprises de Côte d'Ivoire, par la CGCI, on va regarder comment cela impacte notre productivité. On a des impacts en agriculture, forcément, plus de chaleur, moins d'eau, production altérée. On a des impacts dans l'élevage, on a des impacts dans la sylviculture. Nous avons des espèces d'arbres aujourd'hui qui ne sont plus en capacité de pousser par rapport aux sols qui sont leurs sols originaires. On a des impacts dans le domaine de l'élevage, que ce soit la pêche ou l'élevage terrestre. On a tous ces impacts qui vont naturellement affecter nos systèmes économiques, mais on a aussi des impacts sur l'urbanisation, sur nos territoires. Nos villes et nos territoires, aujourd'hui, ne sont pas résilients au choc climatique. Et malheureusement, à chaque grande saison des pluies, comme vous l'avez cité en entame, nous enregistrons décès après décès parce que nous n'avons pas une bonne stratégie d'adaptation à ces enjeux climatiques. Nous avons aussi des impacts qui sont très importants en matière de santé. On a une cartographie de la santé, des maladies, des pathologies, qui est en train d'évoluer, comme on le constate en Côte d'Ivoire. On se rend compte qu'on a des résurgences de la maladie du sommeil, la trypanosomiase, selon les impacts du changement climatique et selon l'affectation que nous faisons de nos sols. Et ça, notamment l'évolution de la maladie du sommeil, c'est quelque chose qu'on mesure déjà depuis 2009. Ça, ce sont les impacts négatifs. Et il y a eu récemment une étude qui a été sollicitée par le ministère de l'Environnement et qui essaie de regarder justement comment le secteur privé réagissait par rapport à cela. Et à la question, est-ce que vous subissez un impact du changement climatique ? 100% des entreprises ont cité oui, nous avons des pertes de revenus. 90% des entreprises ont dit oui, nous avons des dégradations, des pertes de biens, des pertes en vie humaine. Et le troisième impact qui avait été identifié, c'est l'aggravation des conditions de vie, aussi bien pour les collaborateurs, mais également pour toutes les communautés locales qui fournissent des biens, particulièrement les planteurs en milieu rural, etc., etc. Ça, ce sont les impacts négatifs, nous les connaissons, nous les mesurons, nous les chiffrons, et malheureusement, nous les subissons en conséquence.
Ce qui va nous intéresser, ce sont les impacts positifs. On a un grand débat qui est atténuation contre adaptation. Moi, j'ai envie de dire atténuation du changement climatique, à l'exception de l'enjeu forestier en Côte d'Ivoire, parce que c'est un enjeu majeur en termes d'émissions de gaz à effet de serre, et c'est pour ça que le ministre de l'Environnement précisait cet engagement de la Côte d'Ivoire de réduire de 70% par rapport au niveau de 2015 la dégradation, la déforestation annuelle de la Côte d'Ivoire d'ici à 2030. Nous avons également 2 engagements qui seront pris par l'État ivoirien, celui inconditionnel de reforester jusqu'à 1 million d'hectares de forêt, celui conditionnel sous réserve de financement, sous réserve de mise en place d'un cadre juridique incitatif, de reforester 3 millions d'hectares sur notre territoire. Donc, on voit bien que si on prend juste un petit secteur comme le secteur forestier, cela signifie que chacune de nos entreprises est appelée à regarder le changement climatique comme étant un gisement d'opportunités. Et c'est ça qui va nous intéresser. Le changement climatique n'est que le plus gros problème de développement durable que nous ayons en Côte d'Ivoire et sur le continent africain. Il va cristalliser des enjeux sociaux, des enjeux de démographie, des enjeux d'usage des terres, de ressources en eau, etc., etc. Et il va donc impacter toutes les entreprises. Mais cela veut aussi dire que chacune des entreprises doit avoir une stratégie pour répondre au changement climatique. Pas simplement pour s'en défendre, ça il est urgent qu'elles comprennent comment s'en défendre, mais il est surtout encore plus intéressant de comprendre comment est-ce qu'elles vont être capables d'utiliser le changement climatique comme un levier de croissance, comme un levier de création de nouveaux marchés, excusez-moi, comme un levier de création de nouveaux revenus. Ici, on peut prendre quelques petits exemples sur les impacts positifs qu'on appelle de nos voeux. Dans un premier temps, c'est tout ce qu'on appelle la mise en place de systèmes de management au sein des entreprises qui vont leur permettre de mesurer leurs impacts environnementaux, leurs impacts sociaux. Et en mesurant leurs impacts, cela veut dire 2 choses. Mesurer la vulnérabilité, est-ce que oui ou non nous sommes vulnérables à ce risque, et ensuite étudier comment mettre en place leur propre adaptation. Quand l'entreprise commence à comprendre... Cédric. Ça fait 10 minutes déjà? Ouais. Ah, Yako. La deuxième question. J'ai fait un fil entier. Non. Je rends la parole. Merci. Merci. Je sais que tu es très passionné et puis bon, la plupart des panélistes sont très passionnés. On va demander donc à Karine, de l'ambassade de Grande-Bretagne, de nous parler un peu rapidement des principaux impacts de la crise en Grande-Bretagne et surtout les perspectives de coopération avec l'Afrique. D'accord. Bonjour à tous. Bonjour Excellence. Je vais faire un point très rapide sur les effets, les impacts des crises climatiques mondiales et du changement climatique en Grande-Bretagne et dans le reste de l'Europe. On vient d'entendre donc de la part de Cédric un listing compréhensif de toutes les différentes facettes que cette crise peut comporter, bien qu'il est vrai que le changement climatique impacte plus les pays au bord de l'équateur. Il est aussi très clair que durant ces 50 dernières années, on voit une recrudescence et une augmentation en densité et en fréquence de phénomènes climatiques qu'on n'avait pas chez nous avant. En Grande-Bretagne, pour donner quelques exemples, on a des vagues de chaleur qui sont aujourd'hui 30 fois plus nombreuses qu'au début du siècle 1900. On a également des inondations beaucoup plus fréquentes. Je vais juste reprendre mes notes. Donc, par exemple, on a 1 million de personnes qui ont été atteintes par les inondations en 2020 contre 370 000 en 2012. Donc il y a tout ce mouvement. On a les ressources en eau qui sont affectées, on a les productions agricoles qui sont affectées, on a la santé. Donc en fait, on a un petit peu le même listing. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles les pays du Nord prêtent une plus grande importance aujourd'hui au changement climatique. C'est parce que tous ces impacts-là sont en train de remonter dans leur propre maison. Moi, je suis belge. Vous avez vu ce qui s'est passé cette année en Belgique, cet été, avec les inondations. On a plus de 120 morts. On n'avait jamais vu ça chez nous. L'incapacité de nos propres pays à répondre, à anticiper. On a parlé longuement là de la nécessité d'anticiper sur tous ces impacts. On remarque également aujourd'hui que les compétences sont en train de grandir des 2 côtés, mais qu'elles ne sont suffisantes ni au nord, ni au sud, ni à l'est, ni à l'ouest. Donc il y a un travail énorme à faire. Par rapport à l'effet indirect du changement climatique, parce qu'en fait,
On a vraiment des choses que l'on voit. Là où il y a un changement indirect de cette crise climatique, c'est sur le changement de comportement. C'est quelque chose qu'on voit peut-être moins pour l'instant en Afrique, mais que l'on voit beaucoup en Europe. La façon de construire, la façon de se déplacer, la façon de manger, la façon de s'habiller. Moi, j'ai 2 filles qui se maquillent, elles n'achètent jamais un maquillage qui n'est pas certifié bio et qui n'est pas sous tel et tel label pour assurer que ça ne touche pas au climat. Donc on a une génération jeune chez nous, en Angleterre, en Europe, qui est très consciente et qui influe sur les parents, qui du coup influe sur la société, qui du coup influe sur les politiques. Et on a un mouvement politique progressif en Europe. On a presque une guerre des âmes vertes. On a des armes vertes dans tous les sens. C'est à qui fera le premier avion écologique, c'est à qui aura la première usine de voitures à hydrogène, etc. Donc on a une gigantesque attention qui vient politique, qui vient influencer également sur l'économie. Et c'est là que ça devient intéressant pour nous. À partir du moment où on touche à des régulations économiques pour répondre à une attente politique qui dépend d'un mouvement de population et d'un intérêt, d'une inquiétude populaire, c'est là où on peut analyser les chaînes d'approvisionnement pour que ce soit au niveau du business, au niveau de l'industrie, au niveau des services. Nous sommes tous dépendants de certaines chaînes qui traversent des continents, qui traversent des pays et des mers. J'ai regardé l'autre jour une vidéo sur la création d'un jeans. On en a parlé. Je crois que la totalité de kilomètres traversée pour un jeans, par jeans, était de 17 000 kilomètres. Un jeans traverse 4 continents et est manufacturé dans 7 ou 8 pays différents. Voilà où on en est aujourd'hui. On vit dans un monde où la production industrielle, où les services dépendent de moyens, de produits qui sont faits partout. Et c'est là où la vulnérabilité propre du monde industriel, du monde du business et du monde du service s'imprime. C'est dans ces chaînes-là. On a aussi un énorme problème au niveau du secteur privé, au niveau de l'assurance. C'est-à-dire quand vous fournissez un bien, un produit, de par tous les risques liés à cette chaîne excessivement longue, les moyens d'assurer vos produits ou vos services deviennent très compliqués parce que les assurances n'assurent pas les impacts du changement climatique. Donc, il y a un risque clair pour un pays consommateur comme la Grande-Bretagne qui va acheter des produits ou financer la production de produits qui vont passer soit par le Ghana, soit par la Côte d'Ivoire, que ce soit le cacao, l'huile de palme, etc. Toutes les chaînes d'approvisionnement sont vulnérabilisées. Ce qui veut dire que sans une assurance adéquate, tous les prix vont monter. Ça a une influence sur les quotas, ça a une influence sur les régulations. On connaît les régulations vertes pour les chaînes d'approvisionnement du cacao et du cajou imposées par l'Europe. La Grande-Bretagne a mis des quotas et des réglementations en plus. Donc non seulement sur base de tout ce qui a été mis en place en Europe, la Grande-Bretagne a renforcé ces régulations pour tout produit qui allait être consommé ou qui allait être acheté par des entreprises anglaises. Donc on a une situation où en fait les pays les plus impactés par le changement climatique, qui ont un désir de croissance économique, n'ont pas toujours les moyens de répondre à ces régulations et n'ont pas toujours les compétences, comme chez nous d'ailleurs, pour y faire face. Je vais juste vous donner très rapidement, parce que par contre j'ai des réponses pour la Grande-Bretagne. Alors, on a beaucoup de choses qui se passent en Grande-Bretagne. Je ne vais pas vous faire le topo de tout ce qui est mis en place. Par contre, pour tout secteur privé au niveau international, il faut quand même savoir que la Grande-Bretagne, il n'y a pas si longtemps, a organisé en 2020 le sommet économique UK-Africa. Lors de ce sommet, des engagements clairs ont été pris. Je ne vais pas vous les reprendre, allez voir en ligne. Mais ce qui est clair, c'est que nous avons mis en place des mécanismes d'appui financiers, technologiques, de production, etc., pour les pays africains. Je vais vous noter, par exemple, UK Export Finance, UKEF. UKEF est un système gouvernemental de la Grande-Bretagne qui permet une exportation de crédit favorable
sur base de projets montés. Donc il y a énormément de projets en Côte d'Ivoire, notamment la construction de 6 hôpitaux, mais aussi de la création d'usines qui sont financées par UKEF. Ce sont des prêts, parfois des prêts ou parfois des fonds qui sont donnés. C'est des fonds d'investissement pour des projets qui sont présentés là-bas. Nous avons également CDC. CDC, c'est notre Commonwealth Development Corporation. CDC, c'est vraiment une institution financière de développement qui est sous la coupelle du gouvernement britannique et qui finance des programmes, des projets montés par le secteur privé. Ici, nous avons Asito, nous travaillons sur des fonds locaux, donc on est déjà impliqué en Côte d'Ivoire. Il y a également, par exemple, AFDECO. AFDECO, c'est vraiment un mécanisme qui soutient tous les projets agricoles en Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez, il y a vraiment de quoi bénéficier de tout cet appui, des perspectives que vous avez avec la plus grande. Qui peut se développer dans le cadre vraiment de la lutte contre le changement climatique. Maintenant, on va passer à l'opérationnel. Là, on va rentrer dans les plantations sucrières. Et donc, il s'agit de voir ici le changement climatique dans vos exploitations. Quelles ont été les conséquences de ce changement? Monsieur Michel Lapagny. Merci. Disons que l'industrie sucrière ivoirienne existe depuis un peu plus de 40 ans. Et quand on analyse effectivement les paramètres climatiques, on touche du doigt les changements notables qui sont opérés depuis lors. Alors, quand on arrive, on vit sur les sites, comment on voit le changement? Il y a d'abord l'irrégularité des pluies, d'abord l'insuffisance des pluies. D'un site à l'autre, on a 4 sites, Feke 1, Feke 2, le site de Borotou, le site de Genoula. Le nombre de millimètres de pluie tombés par an a beaucoup baissé ces dernières années. Et ça ne s'arrête pas là, c'est même aggravé par l'irrégularité de ces pluies. Les pluies sont moins qu'avant, mais elles sont très irrégulières, très, très irrégulières. Alors que nous, on a une fenêtre climatique qui est vraiment calquée sur la pluviométrie, sur le rythme des pluies. Aujourd'hui, tout est bouleversé. Je prends par exemple un mois comme le mois d'août 2020. En août 2020, sur le site de Borotou, on a vu tomber 500 mm de pluie en un seul mois. 500 mm sur un total de 1280. 500 mm, c'est ce qui tombe par an dans un pays comme le Sénégal, dans le nord du Sénégal. Dans un pays comme Swaziland, c'est ce qu'ils ont par an. Et on va dire, vous avez eu les 1280, mais 500 mm, un seul mois, il y a au moins 80% qui sont inutiles. En plus, c'est tombé dans une période où la canne était arrivée à maturité. On devait la récolter le mois d'après. Donc, de plus comme ça, ça ne sert à rien. Il y a aussi le très fort ensoleillement. Le soleil est très, très, très fort et puis on a quand même un peu d'eau pour irriguer. Mais il y a des périodes où l'irrigation n'a pratiquement pas d'impact parce qu'on a un taux d'évaporation à des journées, des taux qui sont supérieurs au millimètre apporté par l'irrigation. On apporte dans les journées à peu près 7 mm en moyenne avec le matériel dont on dispose. Et puis quand on fait le point, dans la journée, il y a eu 9 mm d'évaporation. Donc bon, on va me dire, ce serait plus grave s'il n'y avait pas d'irrigation. Mais à la fin, c'est quand même frustrant quand on a irrigué et puis après, la plante n'en a pas bénéficié. Alors ça, c'est dans les grandes lignes, comment ça se manifeste, que je viens d'expliquer. L'impact chez nous, très grave, c'est d'abord au niveau des rendements. On a des rendements de tonnes canne hectare qui ont beaucoup chuté. Une parcelle irriguée, avant, on était à une moyenne de 95 à 105 tonnes à l'hectare, tonnes de canne à l'hectare. Aujourd'hui, quand on regarde, quand on est bon, on est à 90. La moyenne est autour de 82, 80. Quand on est bon, quand on est content, on est à 40. Sinon, le budget qu'on est en train de monter pour l'année 2022, pour le cas de Sucrivoire, par exemple, on a montré aux actionnaires une moyenne de 37 à passer l'irriguer. On est pratiquement en dessous du seuil économique. Alors, comment on s'organise pour faire face à tout ça? D'abord, on a anticipé, on s'est remis en cause, on a beaucoup travaillé nos itinéraires techniques, parce qu'on ne peut pas continuer l'activité en subissant ces changements climatiques-là. Alors, de plus en plus, on investit dans du matériel d'irrigation plus efficient. C'est-à-dire que le volume d'eau qu'on nous accorde pour l'irrigation n'a pas évolué, ça ne peut pas évoluer. 40 ans après, c'est le même volume d'eau. Donc, ce qu'on fait, on a du matériel de plus en plus efficient
de sorte qu'avec cette quantité d'eau-là, on puisse prendre un peu plus de superficie irriguée. Ça, c'est le premier chantier qu'on a ouvert tout de suite. Deuxièmement, il y a des eaux qu'on ne prenait pas. Par exemple, les retours d'eau de l'usine. Avant, on n'en faisait rien. Aujourd'hui, ces eaux-là, on les réoriente, on fait un premier traitement primaire, de sorte à créer d'autres systèmes d'irrigation et puis les récupérer pour ne serait-ce qu'assister les parcelles qui ne sont pas irriguées, les parcelles pluviales, parce que les pluviales sont les plus vulnérables. On récolte une parcelle en décembre, janvier, février. Quand on revient, on a perdu facilement 20 à 30% des souches. Ça ne repart pas. Parce que nous, dans notre activité, on fait un planting, on coupe la canne ne repart, on coupe ainsi de suite, et peut-être à peu près 5 ou 6 ans après, on refait le planting. Mais quand on fait un planting, et puis 2 ans après, on voit qu'on a un taux de vide qui est plus de 30%, honnêtement, économiquement, ce n'est pas du tout viable. Donc ces eaux-là, on les récupère un peu partout sur les parcelles pour faire ce qu'on appelle les pluviales assistées. Ce n'est pas les pluviales strictes qui attendent les pluies, mais on essaie de les accompagner dans les moments cruciaux de croissance, c'est-à-dire 5-6 mois après la coupe. On a aussi de plus en plus au niveau de tout ce qu'on a comme recherche variétale, de façon systématique, c'est des variétés de canne à haute productivité que nous on cherche, mais de plus en plus, on a d'autres critères, haute productivité, certes, mais on s'oriente de plus en plus vers des variétés qui résistent mieux au stress hydrique. Parce que l'environnement, le milieu a changé. Donc, au-delà de la productivité, il faut voir des variétés qui s'en sortent, même quand il y a moins d'eau. Et on allait même plus loin. Aujourd'hui, on a de développer nous-mêmes des variétés. En Côte d'Ivoire, d'ici quelques années, vous aurez des variétés de canne mine en Côte d'Ivoire qui s'adaptent un peu plus à notre environnement. En tout cas, c'est bien. En tout cas, merci pour les quelques précisions. Donc, on a vu réellement l'impact sur une société par rapport au changement climatique. Avant de passer la parole aux participants, je voudrais demander au ministre est-ce qu'il y a une réaction particulière par rapport à l'ensemble des quelques commentaires des différents panélistes. Merci. J'ai prêté attention et ce qui me permet donc d'intervenir, c'est par rapport donc aux effets des changements climatiques sur les entreprises. Parce que il y a un exemple qui a été donné tout à l'heure par monsieur Akmani, qui a donné un peu l'expérience qu'il vit. C'est vraiment palpable, l'expérience qu'il vit par rapport donc aux effets des changements climatiques. Vous voyez, on a plusieurs entreprises donc, qui fonctionnent. On a généralement, dans les entreprises d'énergie énergétique, ils subissent beaucoup. Les entreprises agricoles aussi subissent beaucoup les effets des changements climatiques. C'est pour cela, au niveau donc, de l'agriculture, il y a les mesures que l'État de Côte d'Ivoire donc, met en place tendent à faire en sorte que les effets soient atténués. Il s'agit notamment sur le plan agricole, je peux le dire sans me tromper, sur le plan agricole, il est question donc de promouvoir donc, la pratique agricole intelligente. Tout à l'heure, vous l'avez dit, face au climat, et notamment la mise à grande échelle du système de riziculture intensif. Il faut éviter aussi, il faut réduire donc le brûlage à ciel ouvert des résidus agricoles. Vous voyez, nos parents, lorsqu'ils veulent faire donc leur plantation, ils entassent donc les résidus, les déchets, et ils les brûlent à ciel ouvert. C'est des gestes de culture qui ont un effet, nécessairement, qui ont un impact négatif sur l'écosystème et sur l'évolution normale de la nature, et donc impact sur le climat. Lorsque quand on regarde, il y a plusieurs années, quand on était encore jeune,
lorsqu'on tend vers le mois de décembre, la température est très fraîche et les périodes de saison des pluies sont connues. Mais par la faute de l'homme, aujourd'hui, il y a un bouleversement total. Vous arrivez en décembre, vous n'avez pas la fraîcheur que vous aviez avant. Donc, et tout ça, c'est lié au fait que nous-mêmes, nous les hommes même, nous contribuons donc à la destruction d'un certain nombre d'éléments qui permettent donc d'avoir cet impact-là sur le climat. Il y a aussi, je peux donner l'exemple aussi des déchets. Vous savez, il y a des déchets qui circulent partout, dans tout Abidjan. Pas Abidjan seulement, mais à l'intérieur, partout, dans toute la Côte d'Ivoire, puisque nous sommes en Côte d'Ivoire, je donne l'exemple de la Côte d'Ivoire. Alors, le gouvernement, aujourd'hui, va mener dans les jours à venir une politique qui va permettre donc de réduire tous ces déchets, les déchets qui sont sur la lagune, qui dégagent des nuisances environnementales. Et donc, tout ça, c'est des politiques qui ont été mises en place par le gouvernement et qui vont avoir leur effet. Et ces effets-là vont permettre donc de réduire les effets négatifs donc, des changements climatiques. Bien évidemment, comme l'expert l'a dit tout à l'heure, quel que soit ce qu'on va faire, on ne peut pas éviter. On ne peut pas échapper donc aux effets néfastes des changements climatiques. Seulement, la seule chose qu'on peut faire, c'est d'atténuer et de réduire et d'atténuer. Et donc, on est dans un système d'atténuation. Mais généralement en Afrique, pour l'instant, on se cale beaucoup sur un système d'adaptation. On doit s'adapter parce que, fort heureusement, on n'est pas encore arrivé au stade où on a des crises fortes, des crises liées au changement climatique, des crises fortes liées au changement climatique. Donc, c'est le comportement des uns et des autres qui va sauver la nature et les hommes sur cette terre. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Maintenant, ceux qui veulent prendre la parole, est-ce qu'il y a des... Bon, vous vous présentez et vous posez votre question. Allez-y. Je voudrais féliciter la CGC, mais surtout les panélistes qui nous ont donné un certain nombre d'informations et qui ont fait des projections. Je salue l'intervention du ministre de l'Environnement qui, dans sa chute, a rejoint Cédric. Et nous sommes d'accord pour dire que le changement climatique est le fait de l'homme. Alors, bientôt, on va à la COP et les informations, comme Cédric l'a dit, sont alarmantes. Parce que même si on arrêtait tout aujourd'hui, on n'atteindrait pas les objectifs des accords de Paris et de la COP, des engagements pris par les uns et les autres. C'est l'homme qui est au départ, mais en même temps, je voudrais savoir et demander à Cédric, dans la projection, qu'est-ce qui fait que certains pays ou certains États se montrent résistants par rapport à des engagements pris et parfois à faire des efforts ou même à permettre que l'on aille de l'avant. Aujourd'hui, quand on écoute les informations, la COP arrive, mais on va pour constater pratiquement un échec par rapport aux engagements pris. C'était ma question. Merci. Et surtout en droit de Cédric. Merci. Je voudrais féliciter la CGC, mais surtout les panélistes qui nous ont donné un certain nombre d'informations et qui ont fait des projections. Je salue l'intervention du ministre de l'Environnement qui, dans sa chute, a rejoint Cédric.
Et nous sommes d'accord pour dire que le changement climatique est le fait de l'homme. Alors, bientôt, on va à la COP et les informations, comme Cédric l'a dit, sont alarmantes. Parce que même si on arrêtait tout aujourd'hui, on n'atteindrait pas les objectifs des accords de Paris et de la COP, des engagements pris par les uns et les autres. C'est l'homme qui est au départ, mais en même temps, je voudrais savoir et demander à Cédric, dans la projection, qu'est-ce qui fait que certains pays ou certains États se montrent résistants par rapport à des engagements pris et parfois à faire des efforts ou même à permettre que l'on aille de l'avant. Aujourd'hui, quand on écoute les informations, la COP arrive, mais on va pour constater pratiquement un échec par rapport aux engagements pris. C'était ma question. Merci. Et surtout à l'endroit de Cédric. Merci. Été faite et particulièrement l'attention de M. le ministre, qui connaît bien le secteur de l'hydraulique. Il a parlé dans son intervention de la volonté de la Côte d'Ivoire de réduire le taux de déforestation, de gestion des ressources en eau, et notre ami de Sucre Ivoire en a parlé. Je me demande pourquoi aujourd'hui on n'en ferait pas une cause nationale en Côte d'Ivoire, dans un pays qui est situé dans une zone intertropicale où malgré tout on a quand même de la pluviométrie. En accompagnant par exemple les entreprises ou la société civile avec des mesures fiscales, je pense que ça devrait permettre de résoudre notre problème aujourd'hui, de voir qu'on est passé de 16 millions d'hectares de forêt dans les années 60 à peine 2 millions d'hectares de forêt aujourd'hui. Et quand on sait que ce manque de forêt a une conséquence extrêmement grave sur les ressources en eau. En ce qui concerne donc les industries agricoles, je pense particulièrement à Sucre Ivoire et bien d'autres, pourquoi ne susciterait-on pas la création de retenues pour pouvoir permettre d'avoir des pluies efficaces de façon à réduire l'évaporation, à réduire un ruissellement qui part en mer et donc qui ne permet pas d'assurer nos besoins en eau. Le phénomène est d'autant plus important que sur la ville d'Abidjan aujourd'hui, on constate qu'on a une perte de pluviométrie de l'ordre de 1 mètre. Ce qui est important et a une conséquence sur les ressources en eau, au point où on est obligé d'aller jusqu'à Bounois pour chercher de l'eau. Demain, on ira à Grand Laou et après demain, peut-être on ira à Tia-Salé quand on sait que tout cela a un coût sur le prix de l'eau. Voilà donc ma question et ma proposition en ce qui concerne l'intervention des panélistes. De la FEDENCI, la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire. Donc, la première question, c'est pour le ministre. Je voulais savoir quels sont les projets d'adaptation au changement climatique que la Côte d'Ivoire a actuellement, parce que pour des solutions d'adaptation au changement climatique, des questions d'eau, d'énergie, d'alimentation, de santé et de la foresterie. Et la deuxième question, c'est à M. Cédric. Est-ce que vous croyez que l'atténuation est possible? Parce que nous pensons que l'atténuation a échoué. Parce qu'actuellement, la Côte d'Ivoire n'est pas prête à changer son mode de consommation d'énergie. Parce que 90% de l'électricité que Abidjan consomme, c'est du gaz liquéfié. Est-ce que la Côte d'Ivoire est prête à changer le mode de consommation? Parce que l'atténuation, c'est changer le mode de consommation. L'adaptation, c'est d'adopter des stratégies pour contrer au changement climatique. Côte d'Ivoire, pour les entreprises privées, étant donné que nous, particulièrement au niveau du groupe CIFCA, nous faisons de gros investissements, déjà par une surveillance satellitaire de 1 923 000 hectares, qui nous coûte 228 000 € chaque année.
sans compter les plantings sectoriels qui sont faits par différentes filiales. Ça coûte énormément d'argent, l'adaptation et l'atténuation. Que fait l'État? Qu'est-ce qui est prévu pour appuyer les différentes entreprises en termes de disponibilité financière, accompagnement technique et tout ça? À l'Office national de l'eau potable, nous avons eu beaucoup de difficultés. Vous avez eu les pénuries qu'il y a eu, les pénuries d'eau, notamment la pénurie qui a été très frappante et très visible, c'est celle des Bouaki. Il y a eu des pénuries d'eau là-bas et ça a duré au moins 6 mois, même plus. Parce que la ressource qui permettait donc d'approvisionner donc toute la ville de Bouaké avait tari complètement. Mais c'est les effets induits donc des changements climatiques. Le fait qu'il ne pleuve pas, forcément, ça a un impact sur les ressources en eau. Mais pourquoi il ne pleut pas? S'il y a une rareté de la pluie, c'est parce que l'être humain lui-même détruit la nature. D'où le fait de reconstituer le couvert forestier, et l'État, le gouvernement a pris donc des engagements dans ce sens-là, de reconstituer donc le couvert forestier. Et ce couvert forestier, c'est d'augmenter donc le reboisement par la conversion d'1 million d'hectares de terre en forêt à l'horizon 2030. Voilà l'engagement qui a été pris. Donc, ça me paraît très, très important. Il faut faire en sorte que les actes que nous posons vis-à-vis de la forêt, nous mesurons donc ces actes parce que c'est ces actes-là qui permettent qu'il y ait un impact sur les ressources en eau. Et s'il n'y a pas de ressources en eau, il est évident que nous allons avoir des problèmes à terme. C'est ce qui s'est passé à Bouaké. Donc c'était vraiment un exemple pour illustrer le fait que la politique de forestation est très importante. La deuxième préoccupation concerne donc le projet d'adaptation. Il y a notre ami qui a évoqué, il a demandé quels sont les projets d'adaptation, est-ce qu'il y a des projets d'adaptation donc au changement climatique en Côte d'Ivoire? Bien sûr, il y a beaucoup de projets. Il y a beaucoup de projets qui sont liés donc à l'adaptation au changement climatique, qui sont logés. Il y a des projets qui sont certes logés au ministère donc de l'Environnement, mais il y a aussi des projets qui sont menés par d'autres ministères et des ONG même d'ailleurs. Il y a des ONG qui portent donc des projets qui sont liés donc au changement climatique. Mais toujours est-il que tout ce qui est fait à l'appui institutionnel donc, du ministère de l'Environnement. Je ne pourrais pas citer les projets, mais ce que vous devez savoir, c'est qu'au niveau du ministère de l'Environnement, vous avez un programme. Et ce programme, c'est le programme national de changement climatique. Et ce programme-là, vous pouvez donc vous rapprocher donc de ce programme. Hein. Il y a un coordonnateur de ce programme qui pourra vraiment vous donner tous les éléments concernant tous les projets qui sont liés, qui sont donc dans ce domaine-là. Je ne peux pas aujourd'hui, je ne peux pas vous dire qu'il y a 10 projets, il y a 20 projets, parce qu'en réalité, c'est ce que vous avez posé comme question. Je ne pourrais pas vous dire s'il y a 15 projets, 20 projets, etc. Mais toujours est-il que le ministère de l'Environnement pilote un certain nombre de projets à travers le programme national des changements climatiques qui est logé donc au sein du ministère. En plus de cela, c'est-à-dire la question est tellement importante qu'en plus de cela, il y a une direction de lutte contre les changements climatiques qui adresse aussi les questions des changements climatiques, qui définit donc toute la politique en ce qui concerne donc les changements climatiques. La troisième préoccupation concerne l'atténuation. Bon, il a parlé des changements des modes de consommation. Oui, c'est vrai que l'atténuation, c'est vrai que
C'est le changement des modes de consommation. Si on veut faire de l'atténuation, on est obligé de changer la manière de faire. Par contre, au niveau de l'adaptation, on se contente, on se plie à ce qui est là, mais on pose des actions de résilience pour pouvoir donc lutter contre les effets qui sont déjà là. Et donc, on pose des actes, on essaie d'orienter donc toutes nos stratégies pour faire en sorte qu'on s'adapte à la nature qui est en face de nous. Mais il ne faut pas en rajouter. Donc voilà un peu. Maintenant, au niveau de l'appui institutionnel, vous avez parlé ce que fait l'État pour accompagner, les entreprises. Ben, c'est vrai que en termes des changements climatiques, aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité. Il est devenu un sujet d'actualité et il y a beaucoup de ONG donc, qui sont dans le secteur et l'État apporte vraiment son appui institutionnel. Mais en termes financiers, les entreprises qui veulent fonctionner donc, dans le secteur de l'environnement, il est évident qu'ils vont avoir l'accompagnement nécessaire, mais pas l'accompagnement, ça sera un accompagnement institutionnel. Maintenant, l'État peut faciliter l'exercice de ces entreprises-là dans le cadre des actions liées au changement climatique, à la pollution de l'air, du sol, etc. Donc ça, l'État peut apporter donc son appui institutionnel. Donc voilà ce que je peux dire pour l'instant, mais je pense que l'État n'a pas encore dans ce domaine. C'est bien évidemment les entreprises privées qui doivent s'adapter au contexte actuel et se mettre donc dans le secteur. Et l'État va apporter donc son appui institutionnel. Merci, Monsieur le ministre. Donc, vous donnez quand même un message fort, c'est que l'État est prêt à accompagner les entreprises en termes d'appui institutionnel. Donc, dans les discussions que la CGECI a avec le ministère, ce sont des sujets sur lesquels on va pouvoir approfondir pour voir un peu ce qui peut être proposé. Maintenant, je crois, Cédric, il y avait deux questions qui te concernaient. Merci beaucoup. La première question, c'était pourquoi est-ce que nous avons certains États qui sont hésitants dans leur approche climatique. Et je pense que, pour moi, la réponse est toujours la même, c'est je gagne quoi dedans? Quel est le motif économique? Quels sont les lobbies que je vais écouter qui font que je prends ce type de position? On a très bien vu les États-Unis se retirer de la stratégie climatique, on les a vus revenir dans la stratégie climatique internationale, et à chaque fois, ce sont des questions d'économie, et très souvent d'économie carbone, d'économie hydrocarbures, pétrole, etc., etc. On a d'autres États pour qui la position est plus subtile que ça. Ce qui est très intéressant, c'est de voir ce que fait l'État norvégien. Même si on est un pays qui vit essentiellement de ses ressources hydrocarbures, ce qui est le cas de la Norvège, il est quand même intéressant de voir que certains États sont capables d'essayer de maintenir un modèle énergétique basé sur la consommation d'hydrocarbures. On a malheureusement besoin d'énergie, c'est notre point faible. Sans énergie, il n'y a rien. Sans énergie, il n'y a pas d'eau potable, par exemple, parce qu'il faut la pomper, il faut la distribuer. Et ces États-là, par contre, ont des stratégies intéressantes puisque, d'un côté, elles ont des fonds souverains. L'un des fonds souverains les plus pro-climatiques au monde, c'est le fonds norvégien. Donc c'est très intéressant de voir que même s'ils ont des revenus sources fossiles, ils ont quand même des stratégies pour promouvoir une économie verte. Et parallèlement à ça, pour compenser encore leurs propres émissions de gaz à effet de serre, ils ont des stratégies qui sont des stratégies de séquestration carbone et ils investissent énormément dans des stratégies de capture carbone. Donc, personne n'est blanc, personne n'est noir, mais véritablement, à l'instant où on veut répondre à la question « je gagne quoi dedans ? Quel est mon gain économique ?» on arrivera aussi bien à comprendre les freins de certains acteurs, mais le plus important pour moi, c'est de parvenir à engager les opérateurs économiques dans une croissance verte en identifiant comment avoir des gains dans une stratégie d'adaptation au changement climatique. La seconde question, c'était est-ce que la Côte d'Ivoire a échoué dans son atténuation? Alors je dirais non. Déjà, atténuation du changement climatique,
On a deux grandes causes de gaz à effet de serre en Côte d'Ivoire, les deux majeures, dans les toutes petites. La numéro 1, c'était d'abord le secteur énergétique. La numéro 1, que nous ayons quantifiée, puisque les émissions de gaz à effet de serre issues du secteur forestier, c'est cette année vraiment que nous avons posé tous les éléments sur la table. La Côte d'Ivoire a subi en 1984 une grande sécheresse, ce qui fait que notre modèle hydroélectrique 100% renouvelable a dû incorporer des éléments de gaz, de thermique, avec la centrale de Vridi, actuellement opérée par la CIE pour le compte de l'État. C'est ce qui fait que la Côte d'Ivoire a dû injecter du carbone, entre guillemets, dans son mix énergétique. Mais si on regarde bien toute la stratégie énergie-climat de la Côte d'Ivoire, elle est absolument passionnante, puisqu'il y a d'abord eu un élément incitatif qui a été mis en place avec des délégations partenariats public-privé qui ont permis de faire rentrer des opérateurs économiques qui ont d'abord déployé des systèmes gaz naturels, mais par la suite qui ont complété avec ce qu'on appelle des turbines à vapeur, des centrales, des cycles combinés, des turbines à vapeur, qui ont donc permis de réduire progressivement les émissions de gaz à effet de serre de l'énergie ivoirienne. Et très récemment, l'État a pris et les opérateurs ont pris une belle décision de renoncer enfin c'est ce qu'on espère vraiment, de renoncer à la centrale charbon de 700 MW à San Pedro pour la convertir en un cycle combiné de 1 gigawatt, c'est-à-dire gaz plus vapeur. Maintenant, il y a un endroit où on a effectivement échoué dans notre stratégie d'atténuation, mais là, il y a un grand réveil depuis 2017, et on doit féliciter le gouvernement, la déclaration du chef de l'État à New York en 2015 et la marche conduite par le ministre Donwayi aux eaux et forêts. Notre seconde faiblesse, c'est la gestion de notre couvert forestier. À l'exception du patrimoine de l'OIPR sous l'administration de Monsieur le ministre de l'Environnement, il nous reste à peu près 2 et quelques millions de forêts, d'hectares de forêts. Les forêts classées de Côte d'Ivoire, il nous reste moins, je vais être plus poli, il nous reste 500 000 hectares en termes de taux de dégradation. Et comme on est arrivé au maximum, c'est ce qui nous permet maintenant d'avoir une volonté très forte avec une stratégie de reforestation, reboisement et extension du couvert forestier qui est conduite par l'État en application de l'engagement pris par le chef de l'État en 2015 à New York. Donc, notre second point faible, nous en ferons un succès, toujours avec une alliance avec le secteur. Je sais que le débat est très très passionnant. On aurait pu passer des heures à parler de changement climatique, mais il s'agissait pour nous d'indiquer d'abord quelles sont les problématiques concernant le changement climatique, parler de ce que l'État fait par rapport au changement climatique, d'indiquer aussi que les entreprises sont totalement concernées par ce phénomène et essaient de trouver des solutions pour s'adapter régulièrement, même si certaines les entreprises souhaitent un appui institutionnel de l'État pour pouvoir les accompagner dans ce domaine. Nous avons vu aussi que qu'on soit au nord ou au sud du continent dans le monde, les problématiques liées au changement climatique touchent tout le monde, que ce soit les pays du nord comme les pays du sud, les pays africains, etc., sont soumis aux mêmes problématiques et qu'il nous reste peu de temps, il nous reste 9 ans pour réellement faire quelque chose. Et nous devons agir véritablement par rapport à ça. Et la Grande-Bretagne aussi nous a indiqué qu'elle a aussi des mécanismes qui existent, qui ont été mis en place pour aider aussi les pays africains à avancer sur ces sujets-là. Je crois, voilà un peu, sans oublier que la CEGECI, qui est l'organisation patronale de Côte d'Ivoire, réfléchit aussi, a mis en place une plateforme pour aider les entreprises que vous pouvez consulter, sans oublier que, de par sa commission énergie, elle travaille avec le ministère de l'Environnement comme avec le ministère de l'Énergie sur ces différentes problématiques-là. Voilà, résumé un peu le débat que nous avons eu. Et je tiens d'abord à remercier les différents panélistes. Donc, une ovation aux panélistes pour la qualité du débat. Et je terminerai par féliciter et remercier le ministre de l'Environnement et du Développement durable pour son intervention fort appréciée et qui montre vraiment la voie. Et surtout, lorsque j'ai rencontré le ministre, il a dit qu'il était très très préoccupé par l'implication du secteur privé
dans les actions que mène le ministère de l'Environnement et du Développement durable, et que pour lui, il fallait que cette coopération-là s'amplifie de manière à permettre à la Côte d'Ivoire de faire les progrès nécessaires. Donc je lui laisserai le dernier mot avant de lever la main. Je crois que les uns et les autres ont parcouru la question à l'ordre du jour. Bon, je ne vais pas en dire plus. Tout ce que je peux dire, donc je voudrais remercier la CGC d'avoir permis donc d'engager donc ce débat, parce que c'est un débat, généralement les gens ont peur de le faire, mais il n'y a pas de peur donc à parler des changements climatiques, parce que c'est quelque chose qui va nous rattraper. Toutes les actions que nous faisons, tous les actes que nous posons, ça va nous rattraper. Donc il est important pour nous que les populations qui vivent sur le territoire soient assez sensibilisées sur les actes qu'ils posent et qui peuvent avoir un effet néfaste et négatif sur l'ensemble des êtres qui vivent sur la Terre. Lorsque vous posez un acte à Korogo, ça peut avoir un impact sur ceux qui vivent à Abidjan. Et donc c'est ça. Je crois que cette sensibilisation-là, le ministère de l'Environnement est conscient de cela et compte engager donc un vaste programme donc, de communication et de sensibilisation vis-à-vis donc, des populations pour qu'on puisse comprendre que... et ça, on le fera en collaboration avec la CGC. On va passer dans les entreprises avec des programmes donc, de sensibilisation pour leur permettre de savoir que tous les actes qu'ils posent dans leurs entreprises peuvent avoir un impact négatif sur les changements climatiques. Donc voilà la conclusion que je peux apporter. Mes derniers remerciements vont à l'endroit donc, de la CGC et de l'auditoire, effectivement, de tous ceux qui sont là, qui ont assisté donc, à ces débats. Et les débats, je pense, ont été très enrichissants. Merci encore une fois. Vous pouvez applaudir. En tout cas, merci. On lève la séance. Merci. Il y aura une photo, non? Des panélistes.